La Terre, partie 13 du livre audio, 5e partie du roman, chapitre 1. Avant les labours d'hiver, la Beauce, à perte de vue, se couvrait de fumier sous les ciels pâlis de septembre. Du matin au soir, un charriage lent s'en allait par les chemins de campagne, des charrettes débordantes de vieilles pailles consommées qui fumaient d'une grosse vapeur, comme si elles eussent porté de la chaleur à la terre. Partout, les pièces se bossuaient de petits tas, la mer houleuse et montante des litières d'étables et d'écuries. Tandis que, dans certains champs, on venait d'étendre les tas, dont le flot répandu ombrait au loin le sol d'une salissure noirâtre. C'était la poussée du printemps futur qui coulait avec cette fermentation des purins. La matière décomposée retournait à la matrice commune, la mort allait refaire de la vie. Et d'un bout à l'autre de la plaine immense, une odeur montait, l'odeur puissante de ces fientes, nourrice du pain des hommes. Une après-midi, Jean conduisit à sa pièce des Cornailles une forte voiture de fumier. Depuis un mois, lui et Françoise étaient installés et leur existence avait pris le train actif et monotone des campagnes. Comme il arrivait, il aperçut Buteau dans la pièce voisine, une fourche aux mains, occupé à étaler l'état déposé là l'autre semaine. Les deux hommes échangèrent un regard oblique. Souvent, ils se rencontraient, ils se trouvaient ainsi forcés de travailler côte à côte, puisqu'ils étaient voisins. Et Buteau souffrait surtout, car la part de Françoise, arrachée de ses 3 hectares, laissait un tronçon à gauche et un tronçon à droite, ce qui l'obligeait à de continuels détours. Jamais il ne s'adressait la parole. Peut-être bien que, le jour où éclaterait une querelle, il se massacrerait. Jean, cependant, s'était mis à décharger le fumier de sa voiture. Monté dedans, il la vidait à la fourche, enfoncé jusqu'aux hanches, lorsque, sur la route, Hourdequin passa, en tournée depuis midi. Le fermier avait gardé un bon souvenir de son serviteur. Il s'arrêta, il causa, l'air vieilli, la face ravagée de chagrin, ceux de la ferme et d'autres encore. « Jean, pourquoi donc n'avez-vous pas essayé des phosphates ?» Et, sans attendre la réponse, il continua de parler comme pour s'étourdir, longtemps. Ces fumiers, ces engrais, la vraie question de la bonne culture était là. Lui avait essayé de tout. Il venait de traverser cette crise, cette folie des fumiers qui enfièvrent parfois les agriculteurs. Ces expériences se succédaient, les herbes, les feuilles, le marc de raisin, les tourteaux de navette et de colza. Puis encore les os concassés, la chair cuite et broyée, le sang desséché, réduit en poussière. Et son chagrin était de ne pouvoir tenter du sang liquide, n'ayant point d'abattoir aux environs. Il employait maintenant les raclures de route, les curures de fossés, les cendres et les escarbilles de fourneaux, surtout les déchets de laine, dont il avait acheté le balayage dans une draperie de Châteaudun. Son principe était que tout ce qui vient de la terre est bon à renvoyer à la terre. Il avait installé de vastes trous à compost derrière sa ferme. Il y entassait les ordures du pays entier, ce que la pelle ramassait au petit bonheur, les charognes, les putréfactions des coins de bornes et des eaux croupies. C'était de l'or. « Avec les phosphates, reprit-il, j'ai eu parfois de bons résultats. »« On est si volé, répondit Jean. « Oh, certainement, si vous achetez aux voyageurs de hasard qui font les petits marchés de campagne. Sur chaque marché, il faudrait un chimiste expert, chargé d'analyser ces engrais chimiques, qu'il est si difficile d'avoir pur de toute fraude. L'avenir est là, sûrement. Mais avant que vienne l'avenir, nous serons tous crevés. On doit avoir le courage de pâtir pour d'autres. » La puanteur du fumier que Jean remuait l'avait un peu ragaillardi. Il l'aimait, la respirait avec une jouissance de bon mal, comme l'odeur même du cuit de la terre. « Sans doute, continua-t-il, après un silence, il n'y a encore rien qui vaille le fumier de ferme. Seulement, on n'en a jamais assez. Et puis, on l'abîme,
On ne sait ni le préparer, ni l'employer. Tenez, ça se voit, celui-ci a été brûlé par le soleil. Vous ne le couvrez pas. » Et il s'emporta contre la routine, lorsque Jean lui confessa qu'il avait gardé l'ancien trou des buteaux devant l'étable. Lui, depuis quelques années, chargeait les diverses couches, dans sa fosse, de lits de terre et de gazon. Il avait, en outre, établi un système de tuyaux pour amener à la purinière les eaux de vaisselle, les urines des bêtes et des gens, tous les égouts de la ferme. Et, 2 fois par semaine, on arrosait la fumière avec la pompe à purin. Enfin, il en était à utiliser précieusement la vidange des latrines. « Ma foi, oui, c'est trop bête de perdre le bien du bon Dieu. J'ai longtemps été comme nos paysans, j'avais des idées de délicatesse là-dessus. Mais la mère Caca m'a converti. Vous la connaissez, la mère Caca, votre voisine? Eh bien, elle seule est dans le vrai. Le chou au pied duquel elle a vidé son pot est le roi des choux, et comme grosseur, et comme saveur. Il n'y a pas à dire, tout sort de là. » Jean se mit à rire, en sautant de sa voiture qui était vide et en commençant à diviser son fumier par petits tas. Hourdequin le suivait au milieu de la buée chaude qui les noyait tous les deux. « Quand on pense que la vidange seule de Paris pourrait fertiliser 30 000 hectares, le calcul a été fait. Et on la perd. À peine en employait-on une faible partie sous forme de poudrette. Hein? 30 000 hectares. Voyez-vous ça, ici? Voyez-vous la Beauce couverte et le blé grandir? » D'un geste large, il avait embrassé l'étendue, l'immense Beauce plate. Et lui, dans sa passion, voyait Paris entier lâcher la bonde de ses fosses, le fleuve fertilisateur de l'engrais humain. Des rigoles partout s'emplissaient, des nappes s'étalaient dans chaque labour, la mer des excréments montait en plein soleil sous de larges souffles qui en vivifiaient l'odeur. C'était la grande ville qui rendait aux champs la vie qu'elle en avait reçue. Lentement, le sol buvait cette fécondité, et de la terre gorgée, engraissée, le pain blanc poussait, débordait, en moissons géantes. « Faudrait peut-être bien un bateau, alors », dit Jean, que cette idée nouvelle de la submersion des plaines par les eaux de vidange amusait et dégoûtait. Mais, à ce moment, une voix lui fit tourner la tête. Il s'étonna de reconnaître Lise debout dans sa carriole, arrêtée au bord de la route, criant à Buteau de toute sa force. « Dis donc, je vas à Cloix chercher monsieur Finet. Le père est tombé raide dans sa chambre. Je crois qu'il claque. Rentre un peu voir, toi. » Et, sans même attendre la réponse, elle fouetta le cheval. Elle repartit, diminuée et dansante au loin, sur la route toute droite. Buteau, sans hâte, acheva d'étaler ses derniers tas. Il grognait. Le père malade, en voilà un embêtement. Peut-être bien que ce n'était qu'une frime, histoire de se faire dorloter. Puis, l'idée que ça devait être sérieux tout de même, pour que la femme eût pris sur elle la dépense du médecin, le décida à remettre sa veste. « Celui-là le pèse, son fumier », murmura Hourdequin, intéressé par la fumure de la pièce voisine. « Ah, paysan avare, terre avare. Et un vilain bougre, dont vous ferez bien de vous méfier après vos histoires avec lui. Comment voulez-vous que ça marche, quand il y a tant de salopes et tant de coquins sur la terre? Elle a assez de nous, parbleu. » Il s'en alla vers la borderie, repris de tristesse, au moment même où Buteau rentrait à rogne de son pas lourd. Et Jean, resté seul, termina sa besogne, déposant tous les 10 mètres des fourchées de fumier qui dégageaient un redoublement de vapeur ammoniacale. D'autres tas fumaient au loin, noyaient l'horizon d'un fin brouillard bleuâtre. Toute la Beauce en restait tiède et odorante, jusqu'au gelé. Les Buteaux étaient toujours chez la Frima, où ils occupaient la maison, sauf la pièce du rez-de-chaussée, sur le derrière, qu'elle s'était réservée pour elle et pour son homme paralytique. Ils s'y trouvaient trop à l'étroit. Leur regret était surtout de ne plus avoir de potager, car, naturellement, elle gardait le sien, ce coin qui lui suffisait à nourrir et à dorloter l'infirme. Cela les aurait fait déménager, en quête d'une installation plus large, s'ils ne s'étaient aperçus que leur voisinage exaspérait Françoise. Seule,
un mur mitoyen séparait les deux héritages. Et ils affectaient de dire très haut, afin d'être entendus, qu'ils campaient là, qu'ils allaient pour sûr rentrer chez eux, à côté, au premier jour. Alors, inutile, n'est-ce pas, de se donner le souci d'un nouveau déménagement. Pourquoi, comment rentrerait-il ? Il ne s'expliquait point, et c'était cet aplomb, cette certitude folle, basée sur des choses inconnues, qui jetait Françoise hors d'elle, gâtant sa joie d'être restée maîtresse de la maison. Sans compter que sa sœur Lise plantait des fois une échelle contre le mur, pour lui crier de vilaines paroles. Depuis le règlement définitif des comptes, chez M. Baille H, elle se prétendait voler, elle ne tarissait pas en accusations abominables lancées d'une cour à l'autre. Lorsque Buteau arriva enfin, il trouva le père Fouan étalé sur son lit, dans le recoin qu'il occupait derrière la cuisine, sous l'escalier du fenil. Les deux enfants le gardaient, Jules, âgé de 8 ans déjà, Laure, de 3, jouant par terre à faire des ruisseaux avec la cruche du vieux qu'il vidait. « Eh bien, quoi donc ?» demanda Buteau, debout devant le lit. Fouan avait repris connaissance. Ses yeux grands ouverts se tournèrent avec lenteur, regardèrent fixement. Mais il ne remua pas la tête, il semblait pétrifié. « Dites donc, père, il y a trop de besogne, pas de bêtises. Faut pas vous raidir aujourd'hui. » Et, comme Laure et Jules venaient de casser la cruche, il leur allongea une paire de gifles qui les fit hurler. Le vieux n'avait pas refermé les paupières, regardait toujours, de ses prunelles élargies et fixes. Rien à faire alors, puisqu'il ne gigotait pas plus que ça. On verrait bien ce que le médecin dirait. Il regretta d'avoir quitté son champ, il se mit à fendre du bois devant la porte, histoire de s'occuper. Du reste, Lise, presque tout de suite, ramena M. Finet, qui examina longuement le malade pendant qu'elle et son homme attendaient d'un air d'inquiétude. La mort du vieux les eût débarrassés, si le mal l'avait tué d'un coup. Mais, à cette heure, ça pouvait durer longtemps. Ça coûterait gros, peut-être. Et s'ils claquaient avant qu'ils eussent son magot, Fanny et Jésus-Christ viendraient les embêter, bien sûr. Le silence du médecin acheva de les troubler. Quand il se fut assis dans la cuisine pour rédiger une ordonnance, ils se décidèrent à lui poser des questions. « Alors, c'est donc du sérieux ? Possible que ça dure 8 jours, hein ? Mon Dieu, qu'il y en a long. Qu'est-ce que vous lui écrivez là-dessus ?» Monsieur Finet ne répondait pas, habitué à ces interrogations des paysans que la maladie bouleverse, ayant pris le parti sage de les traiter comme les chevaux, sans entrer en conversation avec eux. Il avait une grande pratique des cas fréquents, il les tirait généralement d'affaire, mieux que ne l'aurait fait un homme de plus de science. Mais la médiocrité où il les accusait de l'avoir réduit le rendait dur pour eux, ce qui augmentait leur déférence, malgré le continuel doute qu'ils gardaient sur l'efficacité de ces potions. Ça ferait-il autant de bien que ça coûterait d'argent ? Alors, reprit Buteau, effrayé devant la page d'écriture, vous croyez qu'avec tout ça, il ira mieux ? Le médecin se contenta de hausser les épaules. Il était retourné devant le malade, intéressé, surpris de constater un peu de fièvre après ce cas léger de congestion cérébrale. Les yeux sur sa montre, il recompta les battements du pouls, sans même essayer d'obtenir une indication du vieux qui le regardait de son air hébété. Et, lorsqu'il s'en alla, il dit simplement « C'est une affaire de 3 semaines. Je reviendrai demain. Ne vous étonnez pas s'il bat la campagne cette nuit. » 3 semaines ? Les Buteau n'avaient entendu que cela, et ils demeurèrent consternés. Que d'argent, s'il y avait tous les soirs une queue pareille de remèdes. Le pis était que Buteau dut à son tour monter dans la carriole pour courir chez le pharmacien de Cloyes. C'était un samedi. La Frima, qui revenait de vendre ses légumes, trouva Lise seule, si désolée qu'elle piétinait, sans rien faire. Et la vieille aussi se désespéra en apprenant l'histoire. Elle n'avait jamais eu de chance. Elle aurait au moins profité du médecin pour son vieux, par-dessus le marché, si cela était arrivé un autre jour. Déjà, la nouvelle s'était répandue dans Rognes, car l'on vit accourir la trouille, effrontée, et elle refusa de partir avant d'avoir touché la main de son grand-père.
Elle retourna dire à Jésus-Christ qu'il n'était pas mort, sûrement. Tout de suite, derrière cette gourgandine, la grande parut, envoyée évidemment par Fanny. Celle-là se planta devant le lit de son frère, le jugea à la fraîcheur de l'œil, comme les anguilles de l'aigre. Puis elle s'en alla, avec un froncement du nez, en ayant l'air de regretter que ce ne fût pas pour ce coup-ci. Dès lors, la famille ne se dérangea plus. Pourquoi faire, puisqu'il y avait gros à parier qu'il en réchapperait? Jusqu'à minuit, la maison fut en l'air. Buteau était rentré d'une humeur exécrable. Il y avait des synapismes pour les jambes, une potion à prendre d'heure en heure, une purge, en cas de mieux, le lendemain matin. La Frima aida volontiers. Mais, à 10 heures, tombant de sommeil, médiocrement intéressée, elle se coucha. Buteau, qui désirait en faire autant, bousculait Lise. Qu'est-ce qu'il fichait là? Bien sûr que de regarder le vieux, ça ne le soulageait point. Il divaguait maintenant, causait tout haut de choses qui n'avaient guère de suite, devait se croire dans les champs où il travaillait dur, ainsi qu'aux jours lointains de son bel âge. Élise, mal à l'aise de ces vieilles histoires bégayées à voix basse, comme si le père fût enterré déjà et qu'il revint, allait suivre son mari qui se déshabillait lorsqu'elle songea à ranger les vêtements du malade, resté sur une chaise. Elle les secoua avec soin, après avoir longuement fouillé les poches dans lesquelles elle ne découvrit qu'un mauvais couteau et de la ficelle. Ensuite, comme elle les accrochait au fond du placard, elle aperçut en plein milieu d'une planche, lui crevant les yeux, un petit paquet de papier. Elle en eut une crampe au cœur. Le magot tant guetté depuis 1 mois, cherché dans des endroits extraordinaires, et qui se présentait là, ouvertement, sous sa main. C'était donc que le vieux voulait le changer de cachette, quand le mal l'avait culbuté. « Buteau! Buteau !» appela-t-elle, si serrée à la gorge qu'il accourut en chemise, croyant que son père passait. Lui aussi resta suffoqué d'abord. Puis, une joie folle les emporta tous les deux. Ils se prirent par les mains, ils sautèrent l'un devant l'autre comme des chèvres, oubliant le malade qui, les yeux fermés maintenant, la tête clouée dans l'oreiller, dévidait sans fin les bouts de fil rompus de son délire. Il la bourrait. « Hé là, Rosse, veux-tu ? Ça n'a pas trempé, c'est du caillou, nom de Dieu. Les bras s'y cassent, faudra en acheter d'autres. Dia, bougre !» Chut, murmura Lise, qui se tourna en tressaillant. Ah, ouiche, répondit Buteau. Est-ce qu'il sait? Tu ne l'entends donc pas dire des bêtises? Ils s'assirent près du lit, les jambes brisées, tant la secousse de leur joie venait d'être forte. D'ailleurs, reprit-elle, on ne pourra pas nous accuser d'avoir fouillé, car Dieu m'est témoin que je n'y songeais guère à son argent. Il m'a sauté dans la main. Voyons voir. Lui, déjà, dépliait les papiers, additionnait à voix haute. 230 et 70. 300 tout rond. C'est bien ça. J'avais calculé juste, à cause du trimestre, des 15 pièces de 100 sous, l'autre fois, chez le percepteur. C'est du 5%, hein? Est-ce drôle que des petits papiers si vilains, ça soit de l'argent tout de même, aussi solide que le vrai? Mais Lise, de nouveau, le fit taire, effrayée d'un brusque ricanement du vieux, qui peut-être bien en était à la grande moisson, celle, sous Charles X, qu'on avait pu serrer, faute de place. Y en a, c'en est farce, tant y en a. Ah, bon sang, quand y en a. Et son rire étranglé avait l'air d'un râle. Sa joie devait être tout au fond, car rien n'en paraissait sur sa face immobile. C'est des idées d'innocents qui lui passent, dit Buteau en haussant les épaules. Il y eut un silence. Tous les deux regardaient les papiers, réfléchissant. Alors, quoi? Finit par murmurer Lise. Faut les remettre, hein? Mais, d'un geste énergique, il refusa. Oh, si, faut les remettre. Il les cherchera, il criera. Ça nous ferait une belle histoire avec les autres cochons de ta famille. Elle s'interrompit une 3e fois, saisie d'entendre le père pleurer. C'était une misère,
un désespoir immense, des sanglots qui semblaient venir de toute sa vie, et sans qu'on sût pourquoi, car il répétait seulement d'une voix de plus en plus creuse. « C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu !» « Et tu crois, reprit violemment Buteau, que je vas laisser ces papiers à ce vieux-là qui perd la boule ? Pour qu'il les déchire ou qu'il les brûle ? Ah non, par exemple. »« Ça, c'est bien vrai, murmura-t-elle. »« Alors, en v'là assez, couchons-nous. S'il les demande, je lui répondrai « J'en fais mon affaire. » Et que les autres ne m'embêtent pas. » Ils se couchèrent, après avoir à leur tour caché les papiers sous le marbre d'une vieille commode, ce qui leur semblait plus sûr qu'au fond d'un tiroir fermé à clé. Le père, laissé seul, sans chandelle, de crainte du feu, continua à causer et à sangloter toute la nuit, dans son délire. Le lendemain, M. Finet le trouva plus calme, mieux qu'il ne l'espérait. Ah, ces vieux chevaux de Labour, ils ont l'âme chevillée au corps. La fièvre qu'il avait crainte semblait écartée. Il ordonna du fer, du quinquina, des drogues de riches dont la cherté consterna de nouveau le ménage. Et, comme il partait, il eut à se débattre contre la Frimat qu'il avait guettée. « Mais, ma brave femme, je vous ai déjà dit que votre homme et cette borne, c'est la même chose. Je ne peux pas faire grouiller les pierres. Que diable ! Vous savez comment ça finira, n'est-ce pas ? Et le plus vite sera le meilleur, pour lui et pour vous. » Il fouetta son cheval, elle tomba assise sur la borne, en larmes. Sans doute, c'était long déjà d'avoir soigné son homme depuis 12 ans, et ses forces s'en allaient avec l'âge. Elle tremblait de ne pouvoir bientôt plus cultiver son coin de terre. Mais n'importe, ça lui retournait le cœur, l'idée de perdre le vieil infirme qui était devenu comme son enfant, qu'elle portait, changeait, gâtait de friandises. Le bon bras dont il se servait encore s'engourdissait lui aussi, si bien que, maintenant, c'était elle qui devait lui planter la pipe dans la bouche. Au bout de 8 jours, M. Finet fut étonné de voir Fouan debout, mal solide, mais s'obstinant à marcher, parce que, disait-il, ce qui empêche de mourir, c'est de ne pas vouloir. Et Buteau, derrière le médecin, ricanait, car il avait supprimé les ordonnances, dès la seconde, déclarant que le plus sûr était de laisser le mal se manger lui-même. Pourtant, le jour du marché, Lise eut la faiblesse de rapporter une potion ordonnée la veille, et, comme le docteur venait le lundi, pour la dernière fois, Buteau lui conta que le vieux avait failli rechuter. « Je ne sais pas ce qu'ils ont fichu dans votre bouteille, ça l'a rendu bougrement malade. » Ce fut ce soir-là que Fouan se décida à parler. Depuis qu'il se levait, il piétinait d'un air anxieux dans la maison, la tête vide, ne se rappelant plus où il avait bien pu cacher ses papiers. Il furetait, fouillait partout, faisait des efforts désespérés de mémoire. Puis un vague souvenir lui revint. Peut-être qu'il ne les avait pas cachés, qu'ils étaient restés là, sur la planche. Mais quoi ? S'il se trompait, si personne ne les avait pris, allait-il donc lui-même donner l'éveil, avouer l'existence de cet argent, péniblement amassé autrefois, dissimulé ensuite avec tant de soin ? Pendant 2 jours encore, il lutta, combattu entre la rage de cette brusque disparition et la nécessité où il s'était mis de ne pas en ouvrir la bouche. Les faits pourtant se précisaient. Il se souvenait que, le matin de son attaque, il avait posé le paquet à cette place, en attendant de le glisser au plafond, dans la fente d'une poutre qu'il venait de découvrir de son lit, les yeux en l'air. Et, dépouillé, torturé, il lâcha tout. On avait mangé la soupe du soir. Lise rangeait les assiettes, et Buteau, goguenard, qui suivait son père des yeux depuis le jour où il s'était relevé, s'attendait à la faire, se balançait sur sa chaise en se disant que ça y était cette fois, tant il le voyait excité et malheureux. En effet, le vieux, dont les jambes molles chancelaient à battre obstinément la pièce, se planta tout d'un coup devant lui. « Les papiers » demanda-t-il d'une voix rauque qui s'étranglait. Buteau cligna les paupières, l'air profondément surpris, comme s'il ne comprenait pas. « Hein ?
Qu'est-ce que vous dites? Les papiers? Quels papiers? Mon argent, gronda le vieux, terrible, la taille redressée, très haute. Votre argent? Vous avez donc de l'argent, à cette heure? Vous juriez si fort que nous avions trop coûté qu'il ne vous restait pas un sou. Ah, sacré malin, vous avez de l'argent. Il se balançait toujours, il ricanait, très amusé, triomphant de son flair jadis, car il était le premier qui eût senti le magot. Fouan tremblait de tous ses membres. « Rends-le-moi. »« Que je vous le rende? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je sais seulement où il est, votre argent? Tu me l'as volé. Rends-le-moi, nom de Dieu, ou je vas te le faire cracher de force. » Et, malgré son âge, il le prit aux épaules, le secoua. Mais le fils, alors, se leva, l'empoigna à son tour, sans le bousculer, uniquement pour lui gueuler violemment dans la figure. « Oui, je l'ai, et je le garde. »« Je vous le garde, entendez-vous, vieille bête, dont la boule déménage. Et vrai, il était temps de vous les prendre, ces papiers que vous alliez déchirer. N'est-ce pas, Lise, qu'il les déchirait? » « Oh, aussi sûr que j'existe, quand on ne sait pas ce qu'on fait. » Saisi, Fouan s'effrayait de cette histoire. Est-ce qu'il était fou, pour ne se souvenir de rien? S'il avait voulu détruire les papiers, comme un gamin qui joue avec des images, c'était donc qu'il faisait sous lui et qu'il devenait bon à tuer? La poitrine cassée, il n'avait plus ni courage ni force. Il bégaya en pleurant. « Rends-les-moi, dis !»« Non !»« Rends-les-moi, puisque je vas mieux. »« Non, non, pour que vous vous torchiez avec ou que vous en allumiez votre pipe, merci. » Et, dès lors, les Buteau refusèrent obstinément de se dessaisir des titres. Ils en parlaient ouvertement d'ailleurs. Ils racontaient tous un drame, comme ils étaient arrivés juste pour les retirer des mains du malade au moment où il les entamait. Un soir même, ils montrèrent à la Frimat la coche de la déchirure. Qui aurait pu leur en vouloir d'empêcher un tel malheur, de l'argent mis en miettes, perdu pour tout le monde? On les approuvait à voix haute, bien qu'au fond, on les soupçonnât de mentir. Jésus-Christ, surtout, ne dérageait pas. Dire que ce magot, introuvable chez lui, avait du premier coup été déniché par les autres. Et il l'avait tenu un jour dans sa main. Il avait eu la bêtise de le respecter. Vrai, ce n'était pas la peine de passer pour une fripouille. Aussi jurait-il d'exiger des comptes de son frère lorsque le père claquerait. Fanny, également, disait qu'il faudrait compter. Mais les Buteau n'allaient pas à l'encontre, à moins, bien entendu, que le vieux ne reprît son argent et n'en disposât. Fouan, de son côté, en se traînant de porte en porte, compta partout l'affaire. Dès qu'il pouvait arrêter un passant, il se lamentait sur son misérable sort. Et ce fut ainsi qu'un matin, il entra dans la cour voisine, chez sa nièce. Françoise y aidait Jean à charger une voiture de fumier. Tandis que lui, au fond de la fosse, la vidait à la fourche, elle, en haut, recevait les paquets, les tassait des talons pour qu'il en tînt davantage. Debout devant eux, le vieux, appuyé sur sa canne, avait commencé sa plainte. « Hein? Est-ce vexant tout de même, de l'argent à moi, qu'ils m'ont pris, et qu'ils ne veulent pas me rendre? Qu'est-ce que vous feriez, vous autres? » 3 fois, Françoise lui laissa répéter la question. Elle était très ennuyée qu'il vînt causer ainsi. Elle le recevait froidement, désireuse d'éviter tout sujet de querelle avec les Buteau. « Vous savez, mon oncle, finit-elle par répondre, ça ne nous regarde pas. Nous sommes trop heureux d'en être sortis, de cet enfer. » Et, lui tournant le dos, elle continua de fouler dans la voiture, ayant du fumier jusqu'aux cuisses, submergée presque quand son homme lui en envoyait des coups sur coups. Elle disparaissait alors au milieu de la vapeur chaude, à l'aise et le cœur d'aplomb, dans l'asphyxie de cette fosse remuée. « Car je ne suis pas fou, ça se voit, n'est-ce pas ?» poursuivit Fouan, sans paraître l'avoir entendu. « Il devrait me le rendre, mon argent. Vous autres,
Est-ce que vous me croyez capable de le détruire ?» Ni Françoise ni Jean ne soufflèrent mot. « Faudrait être fou, hein ? Et je ne suis pas fou. Vous pourriez en témoigner, vous autres. » Brusquement, elle se redressa en haut de la voiture chargée, et elle avait l'air très grand, saine et forte, comme si elle eût poussé là et que cette odeur de fécondité fût sortie d'elle. Les mains sur les hanches, la gorge ronde, elle était maintenant une vraie femme. « Ah non, mon oncle, en v'là assez. Je vous ai dit de ne pas nous mêler à toutes ces gueuseries. Et tenez, puisque nous en sommes là-dessus, vous feriez peut-être bien de ne plus venir nous voir. »« C'est donc que tu me renvoies ?» demanda le vieux, tremblant. Jean crut devoir intervenir. « Non, c'est que nous ne voulons pas de dispute. On en aurait pour 3 jours à s'empoigner si l'on vous apercevait ici. Chacun sa tranquillité, n'est-ce pas ?» Fouan restait immobile, à les regarder l'un après l'autre de ses pauvres yeux pâles. Puis, il s'en alla. « Bon, si j'ai besoin d'un secours, faudra que j'aille autre part que chez vous. » Et ils le laissèrent partir, le cœur mal à l'aise, car il n'était point méchant, encore. Mais quoi faire ? Ça ne l'aurait aidé en rien, et eux, sûrement, y auraient perdu l'appétit et le sommeil. Pendant que son homme allait chercher son fouet, elle, soigneusement, avec une pelle, ramassa les fientes tombées et les rejeta sur la voiture. Le lendemain, une scène violente éclata entre Fouan et Buteau. Chaque jour, du reste, l'explication recommençait sur les titres. L'un répétant son éternel « Rends-les-moi » avec l'obstination de l'idée fixe, l'autre refusant d'un « Foutez-moi la paix » toujours le même. Mais peu à peu, les choses se gâtaient, depuis surtout que le vieux cherchait où son fils avait bien pu cacher le magot. C'était son tour de visiter la maison entière, de sonder les boiseries des armoires, de taper contre les murs pour entendre s'il sonnait le creux. Continuellement, ses regards erraient d'un coin à un autre, dans sa préoccupation unique. Et dès qu'il se trouvait seul, il écartait les enfants, il se remettait à ses fouilles avec le coup de passion d'un galopin qui saute sur la servante aussitôt que les parents n'y sont plus. Or, ce jour-là, comme Buteau rentrait à l'improviste, il aperçut Fouan par terre, étendu tout de son long, sur le ventre et le nez sous la commode, en train d'étudier s'il n'y avait pas là une cachette. Cela le jeta hors de lui, car le père brûlait. Ce qu'il cherchait dessous était dessus, caché et comme scellé par le gros poids du marbre. « Nom de Dieu de vieux toqué! V'là que vous faites le serpent! Voulez-vous bien vous relever ?» Il le tira par les jambes, le remit debout d'une bourrade. « Ah, ça! Est-ce fini de coller votre œil à tous les trous? J'en ai assez de sentir la maison épluchée jusque dans les fentes. » Fouan, vexé d'avoir été surpris, le regarda, répéta en s'enrageant tout d'un coup de colère. « Rends-les-moi! Foutez-moi la paix !» lui gueula Buteau dans le nez. « Alors, je souffre trop ici. Je m'en vais. »« C'est ça, fichez le camp. Bon voyage. Et si vous revenez, nom de Dieu, c'est que vous n'avez pas de cœur. » Il l'avait empoigné par le bras. Il le flanqua dehors. Chapitre 2 de la partie 5. Fouan descendit la côte. Sa colère s'était brusquement calmée. Il s'arrêta, en bas, sur la route, hébété de se trouver dehors, sans savoir où aller. 3 heures sonnèrent à l'église. Un vent humide glaçait cette grise après-midi d'automne. Et il grelottait, car il n'avait pas même ramassé son chapeau, tant la chose s'était vite faite. Heureusement, il avait sa canne. Un instant, il remonta vers Cloyes, puis il se demanda où il allait de ce côté. Il rentra dans Rognes, du pas dont il s'y traînait d'habitude. Devant chez Maqueron, l'idée lui vint de boire un verre. Mais il se fouillait, il n'avait pas un sou. La honte le prit de se montrer, dans la peur qu'on ne connût déjà l'histoire. Justement, il lui sembla que Lenguaigne, debout sur sa porte,
le regardaient de biais, comme on regarde les va-nu-pieds des grands chemins. Le queux, derrière les vitres d'une des fenêtres de l'école, ne le salua pas. Ça se comprenait. Il retombait dans le mépris de tous, maintenant qu'il n'avait plus rien, dépouillé de nouveau. Et, cette fois, jusqu'à la peau de son corps. Quand il fut arrivé à l'Aigre, Fouan s'adossa un moment contre le parapet du pont. La pensée de la nuit qui se ferait bientôt le tracassait. Où coucher? Pas même un toit. Le chien des Bécus qu'il vit passer lui fit envie, car cette bête-là, au moins, savait le trou de paille où elle dormirait. Lui cherchait confusément, ensommeillé dans la détente de sa colère. Ses paupières s'étaient closes. Il tâchait de se rappeler les coins abrités, protégés du froid. Cela tournait au cauchemar, tout le pays défilait, nu, balayé de coups de vent. Mais il se secoua, se réveilla en un sursaut d'énergie. Fallait point se désespérer de la sorte. On ne laisserait pas crever dehors un homme de son âge. Machinalement, il traversa le pont et se trouva devant la petite ferme des Delhomme. Tout de suite, quand il s'en aperçut, il obliqua, tourna derrière la maison pour qu'on ne le vît point. Là, il fit une nouvelle pause, collé contre le mur de l'étable, dans laquelle il entendait causer Fanny, sa fille. Était-ce donc qu'il avait songé à se remettre chez elle? Lui-même n'aurait pu le dire. Ses pieds seuls l'avaient conduit. Il revoyait l'intérieur du logis comme s'il y était rentré. La cuisine à gauche, sa chambre au premier, au bout du fenil. Un attendrissement lui coupait les jambes. Il aurait défailli si le mur ne l'avait soutenu. Longtemps, il resta immobile, sa vieille échine calée contre cette maison. Fanny parlait toujours dans l'étable, sans qu'il pût distinguer les mots. C'était peut-être ce gros bruit étouffé qui lui remuait le cœur. Mais elle devait quereller une servante, sa voix se haussa, il l'entendit, sèche et dure, sans paroles grossières, dire des choses si blessantes à cette malheureuse qu'elle en sanglotait. Et il en souffrait, lui aussi. Son émotion s'en était allée, il se raidissait à la certitude que, s'il avait poussé la porte, sa fille l'aurait accueilli de cette voix mauvaise. Il s'imagina qu'elle répétait « Papa, il viendra nous demander à genoux de le reprendre !» La phrase qui avait coupé tout lien entre eux, à jamais, comme d'un coup de hache. Non, non, plutôt mourir de faim, plutôt coucher derrière une haie que de la voir triompher de son air fier de femme sans reproche. Il décolla son dos de la muraille. Il s'éloigna péniblement. Pour ne pas reprendre la route, Fouan, qui se croyait guetté par tout le monde, remonta la rive droite de l'Aigre, après le pont, et se trouva bientôt au milieu des vignes. Son idée devait être de gagner ainsi la plaine, en évitant le village. Seulement, il arriva qu'il dut passer à côté du château, où ses jambes semblaient aussi l'avoir ramené dans cet instinct des vieilles bêtes de Somme qui retournent aux écuries où elles ont eu leur avoine. La montée l'étouffait, il s'assit à l'écart, soufflant, réfléchissant. Sûrement que, s'il avait dit à Jésus-Christ « Je vas me plaindre en justice, aide-moi contre Buteau », le bougre l'aurait reçu à cul ouvert, et l'on aurait fait une sacrée noce, le soir. Du coin où il était, il flairait justement une ripaille, quelque saoulerie qui durait depuis le matin. Attiré, le ventre creux, il s'approcha. Il reconnut la voix de canon, sentit l'odeur des haricots rouges à l'étuvée que la trouille cuisinait si bien quand son père voulait fêter une apparition du camarade. Pourquoi ne serait-il pas entré godailler avec les deux chenapans qu'il écoutait brailler dans la fumée des pipes, bien au chaud, tellement saoul qu'il les jalousait? Une brusque détonation de Jésus-Christ lui alla au cœur. Il avançait la main vers la porte lorsque le rire aigu de la trouille le paralysa. C'était la trouille, maintenant, qui l'épouvantait. Il la revoyait toujours, maigre, en chemise, se jetant sur lui avec sa nudité de couleuvre, le fouillant, le mangeant. Et alors,
À quoi bon si le père l'aidait à ravoir ses papiers? La fille serait là pour les lui reprendre sous la peau. Tout d'un coup, la porte s'ouvrit, la gueuse venait jeter un regard dehors, ayant flairé quelqu'un. Il n'avait eu que le temps de se jeter derrière les buissons. Il se sauva en distinguant, dans la nuit tombante, ses yeux verts qui luisaient. Lorsque Fouan fut en plaine, sur le plateau, il éprouva une sorte de soulagement, sauvé des autres, heureux d'être seul et d'en crever. Longtemps, il rôda au hasard. La nuit s'était faite, le vent glacé le flagellait. Parfois, à certains grands souffles, il devait tourner le dos, la laine coupée, sa tête nue hérissée de ses rares cheveux blancs. 6 heures sonnèrent, tout le monde mangeait dans Rogne. Et il avait une faiblesse des membres qui ralentissait sa marche. Entre 2 bourrasques, une averse tomba, drue, cinglante. Il fut trempé, marcha encore, en reçut 2 autres. Et, sans savoir comment, il se trouva sur la place de l'église, devant l'antique maison patrimoniale des Fouan, celle que Françoise et Jean occupaient à cette heure. Non, il ne pouvait s'y réfugier, on l'avait aussi chassé de là. La pluie redoublait, si rude qu'une lâcheté l'envahit. Il s'était approché de la porte des buteaux, à côté, guettant la cuisine, d'où sortait une odeur de soupe aux choux. Tout son pauvre corps y revenait se soumettre, un besoin physique de manger, d'avoir chaud, l'y poussait. Mais dans le bruit des mâchoires, des mots échangés l'arrêtèrent. Et le père, s'il ne rentrait point? Laisse donc, il est trop sur sa gueule pour ne pas rentrer quand il aura faim. Fouan s'écarta, avec la crainte qu'on ne l'aperçût à cette porte, comme un chien battu qui retourne à sa pâtée. Il était suffoqué de honte. Une résolution farouche le prenait de se laisser mourir dans un coin. On verrait bien s'il était sur sa gueule. Il redescendit la côte, il s'affaissa au bout d'une poutre, devant la maréchalerie de clous. Ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il s'abandonnait dans le noir et le désert de la route. Car les veillées étaient commencées. Le mauvais temps avait fait clore les maisons. Pas une âme n'y semblait vivre. Maintenant, les averses calmaient le vent. La pluie ruisselait droite, continue, d'une violence de déluge. Il ne se sentait pas la force de se relever et de chercher un abri. Sa canne entre les genoux, son crâne lavé par l'eau, il demeurait immobile, stupide de tant de misère. Même il ne réfléchissait point, c'était comme ça. Quand on n'avait ni enfant, ni maison, ni rien, on se serrait le ventre, on couchait dehors. 9 heures sonnèrent, puis 10. La pluie continuait, fondait ses vieux os. Mais des lanternes parurent, filèrent rapidement. C'était la sortie des veillées, et il eut un réveil encore, en reconnaissant la grande qui revenait de chez les Delhomme, où elle économisait sa chandelle. Il se leva d'un effort dont ses membres craquèrent. Il la suivit de loin, n'arriva pas assez vite pour entrer en même temps qu'elle. Devant la porte refermée, il hésitait, le cœur défaillant. Enfin, il frappa. Il était trop malheureux. Il faut dire qu'il tombait mal, car la grande était d'une humeur féroce, à la suite de toute une histoire malheureuse qui l'avait dérangée l'autre semaine. Un soir qu'elle se trouvait seule avec son petit-fils Hilarion, elle avait eu l'idée de lui faire fendre du bois pour tirer encore de lui ce travail avant de l'envoyer à la paille. Et, comme il besognait mollement, elle restait là, au fond du bûcher, à le couvrir d'injures. Jusqu'à cette heure, dans son aplatissement d'épouvante, cette brute stupide et contrefaite, aux muscles de taureau, avait laissé sa grand-mère abuser de ses forces, sans même oser lever les yeux sur elle. Depuis quelques jours, pourtant, elle aurait dû se méfier, car il frémissait sous les corvées trop rudes, des chaleurs de sang raidissaient ses membres. Elle eut le tort, pour l'exciter, de le frapper à la nuque du bout de sa canne. Il lâcha la cognée, il la regarda. Irritée de cette révolte, elle le cinglait aux flancs, aux cuisses, partout, lorsque, brusquement, il se rua sur elle. Alors, elle se crut renversée, piétinée, étranglée. Mais non,
Il avait trop jeûné depuis la mort de sa sœur Palmyre, sa colère se tournait en une rage de mâle, n'ayant conscience ni de la parenté ni de l'âge, à peine du sexe. La brute la violait, cette aïeule de 89 ans, au corps de bâton séché, où seule demeurait la carcasse fendue de la femelle. Et, solide encore, inexpugnable, la vieille ne le laissa pas faire, put saisir la cognée, lui ouvrit le crâne, d'un coup. À ses cris, des voisins accouraient. Elle conta l'histoire, donna des détails. Un rien de plus, et elle y passait. Le bougre était au bord. Hilarion ne mourut que le lendemain. Le juge était venu, puis il y avait eu l'enterrement. Enfin, toutes sortes d'ennuis, dont elle se trouvait heureusement remise, très calme, mais ulcérée de l'ingratitude du monde et bien résolue à ne plus jamais rendre un service à ceux de sa famille. Fouan dut frapper 3 fois, si peureusement que la grande n'entendait point. Enfin, elle revint. Elle se décida à demander. « Qui est là ?»« Moi. »« Qui, toi ?»« Moi, ton frère. » Sans doute, elle avait reconnu la voix tout de suite, et elle ne se pressait pas, pour le plaisir de le forcer à causer. Un silence s'était fait. Elle demanda de nouveau. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il tremblait, il n'osait répondre. Alors, brutalement, elle rouvrit. Mais, comme il entrait, elle barra la porte de ses bras maigres, elle le laissa dans la rue, sous la pluie battante, dont le ruissellement triste n'avait pas cessé. « Je le sais, ce que tu veux. On est venu me dire ça, à la veillée. Oui, tu as eu la bêtise de te faire manger encore. Tu n'as pas même su garder l'argent de ta cachette. Et tu veux que je te ramasse, hein ?» Puis, voyant qu'il s'excusait, bégayait des explications, elle s'emporta. « Si je ne t'avais pas averti. Mais te l'ai-je assez répété qu'il fallait être bête et lâche pour renoncer à sa terre? Tant mieux, si te voilà telle que je le disais, chassée par tes gueux d'enfant, courant la nuit comme un mendiant qui n'a pas même une pierre à lui pour dormir. » Les mains tendues, il pleura, il essaya de l'écarter. Elle tenait bon, elle achevait de se vider le cœur. « Non, non, va demander un lit à ceux qui t'ont volé. Moi, je ne te dois rien. La famille m'accuserait encore de me mêler de ses affaires. D'ailleurs, ce n'est point tout ça. Tu as donné ton bien, jamais je ne pardonnerai. » Et, redressée, avec son cou flétri et ses yeux ronds d'oiseau de proie, elle lui jeta la porte sur la face, violemment. « C'est bien fait, crève dehors !» Fouan resta là, raidi, immobile, devant cette porte impitoyable, pendant que, derrière lui, la pluie continuait avec son roulement monotone. Enfin, il se retourna, il se renfonça dans la nuit d'encre que noyait cette chute lente et glacée du ciel. Où alla-t-il ? Il ne se le rappela jamais bien. Ses pieds glissaient dans les flaques, ses mains tâtonnaient pour ne pas se heurter contre les murs et les arbres. Il ne pensait plus, ne savait plus. Ce coin de village dont il connaissait chaque pierre était comme un lieu lointain, inconnu, terrible, où il se sentait étranger et perdu, incapable de se conduire. Il obliqua à gauche, craignit des trous, revint à droite, s'arrêta frissonnant, menacé de toutes parts. Et, ayant rencontré une palissade, il la suivit jusqu'à une petite porte qui céda. Le sol se dérobait, il roula dans un trou. Là, on était bien, la pluie ne pénétrait pas, il faisait chaud. Mais un grognement l'avait averti. Il était avec un cochon qui, dérangé, croyant à de la nourriture, lui poussait déjà son groin dans les côtes. Une lutte s'engagea. Il était si faible que la peur d'être dévoré le fit sortir. Alors, ne pouvant aller plus loin, il se coucha contre la porte, ramassé, roulé en boule, pour que l'avancement du toit le protégeât de l'eau. Des gouttes quand même continuèrent à lui tremper les jambes, des souffles lui glaçaient sur le corps ses vêtements mouillés. Il enviait le cochon, il serait retourné avec lui s'il ne l'avait pas entendu, derrière son dos, manger la porte,
avec des reniflements voraces. Au petit jour, Fouan sortit de la somnolence douloureuse où il s'était anéanti. Une honte le reprenait, la honte de se dire que son histoire courait le pays, que tous le savaient par les routes, comme un pauvre. Quand on n'a plus rien, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de pitié à attendre. Il fila le long des haies avec l'inquiétude de voir une fenêtre s'ouvrir, quelque femme matinale le reconnaître. La pluie tombait toujours. Il gagna la plaine, se cacha au fond d'une meule. Et la journée entière se passa pour lui à fuir de la sorte, d'abri en abri, dans un tel effarement qu'au bout de 2 heures, il se croyait découvert et changeait de trou. L'unique idée, maintenant, qui lui battait le crâne, était de savoir si ce serait bien long de mourir. Il souffrait moins du froid, la faim surtout le torturait. Il allait, pour sûr, mourir de faim. Encore une nuit, encore un jour, peut-être. Tant qu'il fit clair, il ne faiblit pas. Il aimait mieux finir ainsi que de retourner chez les Buteau. Mais une angoisse affreuse l'envahit avec le crépuscule qui tombait, une terreur de recommencer l'autre nuit sous ce déluge entêté. Le froid le reprenait jusque dans les os, la faim lui rongeait la poitrine, intolérable. Lorsque le ciel fut noir, il se sentit comme noyé, emporté par ces ténèbres ruisselantes. Sa tête ne commandait plus, ses jambes marchaient toutes seules, la bête l'emmenait. Et ce fut alors que, sans l'avoir voulu, il se retrouva dans la cuisine des Buteau dont il venait de pousser la porte. Justement, Buteau et Lise achevaient la soupe aux choux de la veille. Lui, au bruit, avait tourné la tête, et il regardait Fouan, silencieux, fumant dans ses vêtements trempés. Un long temps se passa. Il finit par dire, avec un ricanement, « Je savais bien que vous n'auriez pas de cœur. » Le vieux, fermé, figé, n'ouvrit pas les lèvres, ne prononça pas un mot. « Alors, la femme, donne-lui tout de même la pâtée, puisque la faim le ramène. » Déjà, Lise s'était levée et avait apporté une écuelle de soupe. Mais Fouan reprit l'écuelle, alla s'asseoir à l'écart, sur un tabouret, comme s'il avait refusé de se mettre à la table avec ses enfants. Et, goulûment, par grosses cuillerées, il avala. Tout son corps tremblait, dans la violence de sa faim. Buteau, lui, achevait de dîner sans hâte, se balançant sur sa chaise, piquant de loin des morceaux de fromage, qu'il mangeait au bout de son couteau. La gloutonnerie du vieillard l'occupait. Il suivait la cuillère des yeux. Il goguenarda. « Dites donc, ça paraît vous avoir ouvert l'appétit, cette promenade au frais. Mais il faudrait pas se payer ça tous les jours, vous coûteriez trop à nourrir. » Le père avalait, avec un bruit rauque du gosier, sans une parole. Et le fils continua. « Ah, ce bougre de farceur qui découche. Il est peut-être allé voir les garces. C'est donc ça qui vous a creusé, hein ?» Pas de réponse encore, le même entêtement de silence, rien que la déglutition violente des cuillerées qui l'engouffraient. « Hé, je vous parle !» cria Buteau, irrité. « Vous pourriez bien me faire la politesse de répondre !» Fouan ne leva même pas de la soupe ses yeux fixes et troubles. Il ne semblait ni entendre ni voir, isolé, à des lieux, comme s'il avait voulu dire qu'il était revenu manger, que son ventre était là, mais que son cœur n'y était plus. Maintenant, il raclait le fond de l'écuelle avec la cuillère. Rudement, pour ne rien perdre de sa portion. Lise, remuée par cette grosse faim, se permit d'intervenir. « Lâche-le, puisqu'il veut faire le mort. »« C'est qu'il ne va pas recommencer à se foutre de moi, » reprit rageusement Buteau. « Une fois, ça passe. Mais vous entendez, sacré têtu, que l'histoire d'aujourd'hui vous serve de leçon. Si vous m'embêtez encore, je vous laisse crever de faim sur la route. » Fouan, ayant fini, quitta péniblement sa chaise. Et, toujours muet de ce silence de tombe qui paraissait grandir, il tourna le dos, il se traîna sous l'escalier, jusqu'à son lit, où il se jeta tout vêtu. Le sommeil l'y foudroya, il dormit à l'instant, sans un souffle,
sous un écrasement de plomb. Lise, qui vint le voir, retourna dire à son homme qu'il était peut-être bien mort. Mais Buteau, s'étant dérangé, haussa les épaules. « Ah, ouiche, mort. Est-ce que ça mourait comme ça ? Fallait seulement qu'il eût tout de même roulé pour être dans un état pareil. » Le lendemain matin, lorsqu'ils entrèrent jeter un coup d'œil, le vieux n'avait pas bougé, et il dormait encore le soir, et il ne se réveilla qu'au matin de la seconde nuit, après 36 heures d'anéantissement. « Tiens, vous rev'là, dit Buteau en ricanant. Moi qui croyais que ça continuerait, que vous ne mangeriez plus de pain. » Le vieux ne le regarda pas, ne répondit pas, et sortit s'asseoir sur la route pour prendre l'air. Alors, Fouan s'obstina. Il semblait avoir oublié les titres qu'on refusait de lui rendre. Du moins, il n'en causait plus, il ne les cherchait plus, indifférent peut-être, en tout cas résigné. Mais sa rupture était complète avec les Buteau. Il restait dans son silence, comme séparé et enseveli. Jamais, dans aucune circonstance, pour aucune nécessité, il ne leur adressait la parole. La vie demeurait commune. Il couchait là, mangeait là. Il les voyait, les coudoyait du matin au soir. Et pas un regard, pas un mot, l'air d'un aveugle et d'un muet, la promenade traînante d'une ombre au milieu de vivants. Lorsqu'on se fut lassé de s'occuper de lui, sans en tirer un souffle, on le laissa à son obstination. Buteau, Lise elle-même, cessèrent également de lui parler, le tolérant autour d'eux comme un meuble qui aurait changé de place, finissant par perdre la conscience nette de sa présence. Le cheval et les 2 vaches comptaient davantage. De toute la maison, Fouan n'eut plus qu'un ami, le petit Jules, qui achevait sa 9e année, tandis que Laure, âgée de 4 ans, le regardait avec les yeux durs de la famille, se dégageait de ses bras, sournoise, rancunière, comme si elle eût déjà condamné cette bouche inutile. Jules se plaisait dans les jambes du vieux, et il demeurait le dernier lien qui le rattachait à la vie des autres. Il servait de messager quand la nécessité d'un oui ou d'un non devenait absolue. Sa mère l'envoyait, et il rapportait la réponse, car le grand-père, pour lui seul, sortait de son silence. Dans l'abandon où il tombait, l'enfant, en outre, ainsi qu'une petite ménagère, l'aidait à faire son lit le matin, se chargeait de lui donner sa portion de soupe, qu'il mangeait près de la fenêtre sur ses genoux, n'ayant jamais voulu reprendre sa place à la table. Puis, ils jouaient ensemble. Le bonheur de Fouan était d'emmener Jules par la main, de marcher longtemps droit devant eux. Et, ces jours-là, il se soulageait de ce qu'il renfonçait en lui. Il en disait, à étourdir son compagnon, ne parlant déjà plus qu'avec difficulté, perdant l'usage de sa langue depuis qu'il cessait de s'en servir. Mais le vieillard qui bégayait, le gamin qui n'avait d'autre idée que les nids et les murs sauvages, se comprenait très bien à causer durant des heures. Il lui enseigna à poser des gruaux, il lui fabriqua une petite cage pour y enfermer des grillons. Cette frêle main d'enfant dans la sienne, par les chemins vides de ce pays où il n'avait plus ni terre ni famille, c'était tout ce qui le soutenait, le faisait se plaire à vivre encore un peu. Du reste, Fouan était comme rayé du nombre des vivants. Buteau agissait en son lieu et place, touchait et signait sous le prétexte que le bonhomme perdait la tête. La rente de 150 francs provenant de la vente de la maison lui était payée directement par M. Baille H. Il n'avait eu qu'un ennui avec Delhomme, qui s'était refusé à verser les 200 francs de la pension entre des mains autres que celles de son père. Et Delhomme exigeait donc la présence de celui-ci. Mais il n'avait pas le dos tourné que Buteau raflait la monnaie. Cela faisait 350 francs, auxquels, disait-il d'une voix géniarde, il devait en ajouter autant et davantage sans arriver à nourrir le vieux. Jamais il ne reparlait des titres. Ça dormait là, on verrait plus tard. Quant aux intérêts, il passait toujours, selon lui, à tenir l'engagement avec le père Saucisse, 15 sous chaque matin pour l'achat à viager d'un harpent de terre. Il criait qu'on ne pouvait pas lâcher ce contrat, qu'il y avait trop d'argent engagé. Pourtant, le bruit courait que le père Saucisse, terrorisé, menacé d'un mauvais coup,
avait consenti à le rompre en lui rendant la moitié des sommes touchées, 1000 francs sur 2000. Et si ce vieux filou se taisait, c'était par une vanité de gueux qui ne voulait point avoir été roulé à son tour. Le flair de Buteau l'avertissait que le père Fouan mourrait le premier. Une supposition qu'on lui aurait donné une chiquenaude, à coup sûr, il ne se serait pas relevé. Une année s'écoula, et Fouan, tout en déclinant chaque jour, durait quand même. Ce n'était plus le vieux paysan propret, avec son cuir bien rasé, ses pattes de lièvre correctes, portant des blouses neuves et des pantalons noirs. Dans sa face amincie, décharnée, il ne restait que son grand nez osseux qui s'allongeait vers la terre. Un peu chaque année, il s'était courbé davantage, et maintenant il allait, les reins cassés, n'ayant bientôt qu'à faire la culbute finale pour tomber dans la fosse. Il se traînait sur 2 bâtons, envahi d'une barbe blanche, longue et sale, usant les vêtements troués de son fils, si mal tenus qu'il en était répugnant au soleil, ainsi que ces vieux rôdeurs de route en haillons dont on s'écarte. Et, au fond de cette déchéance, la bête seule persistait, l'animal humain, tout entier à l'instinct de vivre. Une voracité le faisait se jeter sur sa soupe, jamais contenté, volant jusqu'aux tartines de Jules si le petit ne les défendait pas. Aussi le réduisait-on, même on en profitait pour ne plus le nourrir assez, sous le prétexte qu'il en crèverait. Buteau l'accusait de s'être perdu au château, dans la compagnie de Jésus-Christ, ce qui était vrai, car cet ancien paysan sobre, dur à son corps, vivant de pain et d'eau, avait pris là des habitudes de godaille, le goût de la viande et de l'eau-de-vie, tellement les vices se gagnent vite, lors même que c'est un fils qui débauche son père. Lise avait dû enfermer le vin en le voyant disparaître. Les jours où l'on mettait un pot-au-feu, la petite Laure restait en faction autour. Depuis que le vieux avait fait la dette d'une tasse de café chez Langaigne, celui-ci et Maqueron étaient prévenus qu'on ne les payerait pas s'il lui servait des consommations à crédit. Il gardait toujours son grand silence tragique, mais parfois, lorsque son écuelle n'était pas pleine, lorsqu'on enlevait le vin sans lui donner sa part, il fixait longuement sur Buteau des yeux irrités, dans la rage impuissante de son appétit. « Oui, oui, regardez-moi, disait Buteau, si vous croyez que je nourris les bêtes à ne rien foutre. Quand on aime la viande, on la gagne, bougre de goinfre. Hein ? N'avez-vous pas honte d'être tombé dans la débauche à votre âge ?» Fouan, qui n'était pas retourné chez les Delhomme par un entêtement d'orgueil, ulcéré du mot que sa fille avait dit, en arriva à tout endurer des Buteaux, les mauvaises paroles, même les bourrades. Il ne songeait plus à ses autres enfants. Il s'abandonnait là, dans une telle lassitude, que l'idée de s'en tirer ne lui venait point. Ça ne marchait pas mieux ailleurs. À quoi bon ? Fanny, lorsqu'elle le rencontrait, passait raide, ayant juré de ne jamais lui reparler la première. Jésus-Christ, meilleur enfant, après lui avoir gardé rancune de la sale façon dont il avait quitté le château, s'était amusé un soir à le griser abominablement chez Langaigne, puis à le ramener ainsi devant sa porte. Une histoire terrible, la maison en l'air, Lise obligée de laver la cuisine, Buteau jurant qu'une autre fois il le ferait coucher sur le fumier. De sorte que le vieux, craintif, se méfiait maintenant de son aîné, au point d'avoir le courage de refuser les rafraîchissements. Souvent aussi, il voyait la trouille avec ses oies quand il s'asseyait dehors, au bord d'un chemin. Elle s'arrêtait, le fouillait de ses yeux minces, causait un instant, tandis que ses bêtes, derrière elle, l'attendaient, debout sur une patte, le cou en arrêt. Mais un matin, il constata qu'elle lui avait volé son mouchoir, et, dès lors, du plus loin qu'il l'aperçut, il agita ses bâtons pour la chasser. Elle rigolait, s'amusait à lancer ses oies sur lui, ne se sauvait que lorsqu'un passant menaçait de la gifler si elle ne laissait pas son grand-père tranquille. Cependant, jusque-là, Fouan avait pu marcher, et c'était une consolation, car il s'intéressait encore à la terre. Il montait toujours revoir ses anciennes pièces dans cette manie des vieux passionnés
que hante leur maîtresse d'autrefois. Il errait lentement par les routes, de sa marche blessée de vieil homme. Il s'arrêtait au bord d'un champ, demeurait des heures planté sur ses cannes. Puis il se traînait devant un autre, s'y oubliait de nouveau, immobile, pareil à un arbre poussé là, desséché de vieillesse. Ses yeux vides ne distinguaient plus nettement ni le blé, ni l'avoine, ni le seigle. Tout se brouillait, et c'étaient des souvenirs confus qui se levaient du passé. Cette pièce, en telle année, avait rapporté tant d'hectolitres. Même les dates, les chiffres, finissaient par se confondre. Il ne lui restait qu'une sensation vive, persistante. La terre qu'il avait tant désirée, tant possédée, la terre à qui, pendant 60 ans, il avait tout donné, ses membres, son cœur, sa vie, la terre ingrate, passée au bras d'un autre mâle, et qui continuait de produire sans lui réserver sa part. Une grande tristesse le poignait, à cette idée qu'elle ne le connaissait plus, qu'il n'avait rien gardé d'elle, ni un sou, ni une bouchée de pain, qu'il lui fallait mourir, pourrir en elle, l'indifférente qui, de ses vieux os, allait se refaire de la jeunesse. Vrai, pour en arriver là, nue et infirme, ça ne valait guère la peine de s'être tué au travail. Quand il avait rôdé ainsi autour de ses anciennes pièces, il se laissait tomber sur son lit, dans une telle lassitude qu'on ne l'entendait même plus souffler. Mais ce dernier intérêt qu'il prenait à vivre s'en allait avec ses jambes. Bientôt, il lui devint si pénible de marcher qu'il ne s'écarta guère du village. Par les beaux jours, il avait 3 ou 4 stations préférées. Les poutres devant la maréchalerie de Cloux, le pont de l'Aigre, un banc de pierre près de l'école, et il voyageait lentement de l'une à l'autre, mettant 1 heure pour faire 200 mètres, tirant sur ses sabots comme sur des voitures lourdes, déhanché, déjeté, dans le roulis cassé de ses reins. Souvent, il s'oubliait l'après-midi entière au bout d'une poutre, accroupi, à boire le soleil. Une hébétude l'immobilisait, les yeux ouverts. Des gens passaient qui ne le saluaient plus, car il devenait une chose. Sa pipe même lui était une fatigue. Il cessait de fumer tant elle pesait à ses gencives, sans compter que le gros travail de la bourrer et de l'allumer l'épuisait. Il avait l'unique désir de ne pas bouger de place, glacé, grelottant, dès qu'il remuait sous l'ardent soleil de midi. C'était, après la volonté et l'autorité morte, la déchéance dernière, une vieille bête souffrant, dans son abandon, la misère d'avoir vécu une existence d'homme. D'ailleurs, il ne se plaignait point, fait à cette idée du cheval fourbu qui a servi et qu'on abat quand il mange inutilement son avoine. Un vieux, ça ne sert à rien, et ça coûte. Lui-même avait souhaité la fin de son père. Si, à leur tour, ses enfants désiraient la sienne, il n'en ressentait ni étonnement, ni chagrin. Ça devait être. Lorsqu'un voisin lui demandait « Eh bien, père Fouan, vous allez donc toujours ?»« Ah, grognait-il, c'est bougrement long de crever, et ce n'est pourtant pas la bonne volonté qui manque. » Et il disait vrai, dans son stoïcisme de paysan qui accepte la mort, qui la souhaite dès qu'il redevient nu et que la terre le reprend. Une souffrance encore l'attendait. Jules se dégoûta de lui, détourné par la petite Laure. Celle-ci, lorsqu'elle le voyait avec le grand-père, semblait jalouse. Il les embêtait, ce vieux. C'était plus amusant de jouer ensemble. Et, si son frère ne la suivait pas, elle se pendait à ses épaules, l'emmenait. Ensuite, elle se faisait si gentille qu'il en oubliait son service de ménagère complaisante. Peu à peu, elle se l'attacha complètement, en vraie femme déjà qui s'était donné la tâche de cette conquête. Un soir, Fouan était allé attendre Jules devant l'école, si las qu'il avait songé à lui pour remonter la côte. Mais Laure sortit avec son frère, et, comme le vieux, de sa main tremblante, cherchait la main du petit, elle eut un rire méchant. « Lève-la encore qui t'embête, lâche-le donc !» Puis,
se tournant vers les autres galopins. « Hein, est-il couenne de se laisser embêter ?» Alors Jules, au milieu des huées, rougit, voulut faire l'homme, s'échappa d'un saut en criant le mot de sa sœur à son vieux compagnon de promenade. « Tu m'embêtes !» Effaré, les yeux obscurcis de larmes, Fouan trébucha, comme si la terre lui manquait, avec cette petite main qui se retirait de lui. Les rires augmentaient, et Laure força Jules à danser autour du vieillard, à chanter sur un air de ronde enfantine. « Tombera pas, son pain sec mangera, qui le ramassera ?» Fouan, défaillant, mit près de 2 heures à rentrer seul, tant il traînait les pieds, sans force. Et ce fut la fin. L'enfant cessa de lui apporter sa soupe et de faire son lit, dont la paillasse n'était pas retournée 1 fois par mois. Il n'eut même plus ce gamin à qui causer. Il s'enfonça dans l'absolu silence. Sa solitude se trouva élargie et complète. Jamais un mot, sur rien, à personne.